Coucou les amis lecteurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est parti pour un premier enregistrement uniquement que je mettrai sur YouTube, je ne sais plus parler. Je voulais filmer à nouveau les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, sans commenter avec les copines parce que je l'avais fait en live sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur mon Instagram @pullule la libellule. Et donc vous pouvez le voir aussi, mais là je le refilme pour le mettre uniquement sur YouTube. Et puis voilà, je vais seulement vous montrer les livres que j'ai reçus et pas ce que j'ai acheté aussi entre-temps. Donc voilà, allez, c'est parti pour cette première présentation qui sera faite pour YouTube. Voilà, alors. Je commence avec ce livre de Kathleen Dean Moore. Alors, Kathleen Dean Moore, elle est connue pour écrire des nature writing. Donc, c'est toujours des histoires qui vous font du bien, reposantes, qui vous sort un peu. Enfin, moi, je lis énormément de thrillers, de romans noirs et en ce moment, quand même, beaucoup de littérature contemporaine. Et ce genre de livre nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à la Terre. Et donc, je vais vous montrer la 4e de couverture. Donc, c'est quoi? On nous dit, je crois que la plus belle chose que l'on puisse dire à quelqu'un, c'est regarde, regarder, observer les mille liens insoupçonnés entre les êtres et les lieux, ressouder et chérir ces relations. Voici l'invitation que nous lance Kathleen Dean Moore au cœur de Pan Island, en Alaska. Nous écoutons avec elle le chant du loup. Observons le lichin orangé et l'océan nocturne qui fourmille d'une vie mystérieuse. Chaque moment pleinement vécu devient le point de départ d'une réflexion philosophique et poétique, clairvoyante et émerveillée, pour enfin nous reconnecter au monde et devenir les gardiens des lieux que nous aimons. Donc ça permet vraiment de lire tout autre chose, un autre genre, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là. Ensuite, je continue avec cette auteure-là, Fernanda Melchor. C'est mexicain, je crois, La saison des ouragans. Alors, il s'agit ici. Alors, aux abords du village de Matosa, un groupe d'enfants découvre le corps sans vie de la sorcière, à la fois amante, conseillère et guérisseuse. Elle accueillait les hommes à la recherche de plaisir et les femmes en quête de liberté. À rebours du fil des événements apparaissent 3 coupables présumés. Lusmi, dont la petite amie avait été admise à l'hôpital en raison d'importants saignements après sa visite chez la sorcière, Munra, qui était au volant du camion ayant transporté le cadavre le jour du meurtre, et Brando, dont la misogynie et l'homophobie semblent n'avoir aucune limite. Autant de perspectives qui racontent la misère, la drogue et la violence en ce mois de mai où l'étouffante chaleur annonce une saison des ouragans féroces. Donc oui, c'est bien traduit de l'espagnol mexicain. Voilà. Ensuite, je suis super contente enfin de pouvoir d'avoir enfin ce livre qui est un classique de Harriet Beecher Stowe, La case de l'oncle Tom. Donc c'est l'histoire d'un esclave qui a été donné donc à un autre maître qui était vraiment horrible. Donc c'est l'histoire alors un revers de fortune. Bon, c'est l'histoire de l'oncle Tom qu'on appelle l'oncle Tom. Donc un revers de fortune oblige le propriétaire d'une manufacture de Kentucky à vendre son plus fidèle esclave, le vieux Tom. L'oncle Tom se soumet à l'inhumaine condition des esclaves noirs. Il connaît quelque temps la sécurité auprès de la jeune Évangeline et de son père, mais un cruel destin s'acharne sur ses protecteurs et il doit suivre dans sa plantation de colons le féroce Simon Legris. Ce roman fut aux États-Unis peu avant la guerre de sécession un puissant auxiliaire de la cause abolitionniste. Abraham Lincoln a salué en son auteur Harriet Beecher Stowe, une petite femme qui a commencé une grande guerre. Donc c'est vraiment un livre très 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 vieux.
Ensuite, donc j'ai craqué aussi pour ce livre-là que j'ai vu tourner sur Instagram, donc Mazo de la Roche, Jalna, la saga des White Oak. Donc à voir si ça va me plaire. J'ai seulement pris le premier tome et donc si ça me plaît, je continuerai la saga. On est en 1854, au Canada, près du lac Ontario. Kathleen et Philip White Oak, colons britanniques venus des Indes, décident de prendre racine au cœur d'une forêt verdoyante où bouillonne une rivière, où folâtrent écureuils et lapins, où s'étire une vigne vierge luxuriante. Le couple entreprend la construction du mythique domaine de Jalna qui, au fil des ans, sera l'écrin des drames et des bonheurs d'une dynastie flamboyante. C'est une histoire de famille et ça, je pense que ça peut me plaire, honnêtement, je pense. Ensuite, j'avais entendu sur l'émission de Gérard Collard un auteur, alors je sais plus si c'était qui était l'auteur. Je sais plus, bref. Et il a parlé de ce livre-là, de L'homme qui rit, que je n'avais jamais entendu. C'est aussi un classique de Victor Hugo. Alors là, il s'agit d'une histoire d'un homme qui vit dans une roulotte et qui a accueilli une petite fille du nom de Gwynplaine. J'ai toujours du mal avec son nom, Gwynplaine, qui est une enfant qui a été, on peut le dire, maltraitée. On lui a coupé la bouche jusqu'au niveau des oreilles. Et cette défiguration, on a l'impression en fait que l'enfant sourit tout le temps. Et donc cet homme-là, qui s'appelle Ursus, qui vit dans cette roulotte, a pris cet enfant et donc il le présente dans les genres de foires. C'est devenu comme une bête de scène en fait. Et c'est ces enfants-là, c'est une histoire de ces enfants-là. Donc on est en 1700 en Angleterre. Et ces enfants-là sont présentés comme des clowns en fait. Et on va suivre cette histoire de cet homme en roulotte et de cet enfant. J'ai hâte de découvrir vraiment cette histoire. Il faut savoir que le réalisateur de Batman s'est inspiré de cette histoire pour créer son personnage de Joker. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai craqué, parce que Batman en soi, j'ai jamais trop accroché à ces films, à ces séries. Mais le film Joker, le film qu'ils ont fait avec Joaquin Phoenix, m'a complètement perturbée. C'était un très bon film. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi lire ce livre. Ensuite, je suis contente parce que je viens de recevoir... Voilà, je viens de recevoir ce livre-là aussi. Donc tout ça, ce sont des cadeaux de mes enfants. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, ce sont des cadeaux d'anniversaire de mes enfants. C'était une sélection que j'avais fait sur Amazon et mes garçons m'ont tout validé. Donc ça fait pas mal de livres et je suis super contente. Je les remercie encore une fois. Édouard Coulon, donc le bureau des policières. C'est l'histoire d'une des premières femmes policières qui va travailler donc, dans un bureau, dans un commissariat. En fait, ce que j'ai compris, c'est que cette femme même se fait maltraiter, malmenée par son propre mari, qui, je crois, est aussi flic. Et donc, cette femme va permettre d'avoir enfin des femmes dans l'équipe policière en Amérique. Alors, nous sommes en 1958 dans le Bronx. Le bureau des policières peine à gagner en crédibilité au sein de la New York Police départementale. Même lorsqu'il résout des affaires sur lesquelles les hommes se sont cassés les dents. Jeune recrue issue d'une famille d'immigrés italiens catholiques, Marie Carrara essaie de trouver sa place au sein de cet univers sursaturé de testostérone. Elle refuse de se complaire dans les tâches de femme et n'aspire qu'à une chose, devenir enquêtrice.
Malgré son innocence et sa timidité naturelle, elle se découvre un don pour s'infiltrer dans les soubassements de la ville et tendre des pièges aux dealers de drogue et autres dépravés qui ne voient en elle qu'une proie facile. Dans le même temps, elle doit s'effacer et se soumettre à la maison. Son mari, policier lui aussi, est un pervers narcissique, violent et un coureur de jupons invétéré. Ce livre va me plaire. Ce livre va me plaire. Est-ce que ça risque d'être un coup de cœur? Franchement, ça risque. En dépit de la brutalité de son métier, du sexisme auquel elle doit faire face chaque jour et d'un mariage qui prend l'eau de toutes parts, Marie se promet pourtant de réussir au sein de la New York Police départementale et de devenir le modèle que mérite sa fille. Excellent. Donc c'est inspiré par des faits réels en plus. Par le combat de Marie-Cyril Spagnuolo, une ancienne collègue de l'auteur. Oh, le bureau des policières est un polar terriblement juste sur les violences professionnelles et domestiques contre lesquelles les femmes, hier comme aujourd'hui, doivent se battre. Il a l'air excellent. Celui-là, je vais le mettre en haut de ma pile pour le lire rapidement. Ensuite, j'ai reçu un Sénécal et je suis trop contente parce qu'on a beaucoup de mal à trouver les livres de Patrick Sénécal. Donc, il y aura des morts. C'est l'histoire d'un barman qui va fêter la 20e année de son bar. Et ce jour-là, il se passe quelque chose. Et donc, à 17h05, l'anniversaire de son bistrot sera le dernier de ses soucis, comme tout ce qui concerne l'organisation de son quotidien d'ailleurs. Donc, on ne sait pas ce qui va lui arriver, ce qu'il va trouver, ce qu'il va voir. Donc, j'ai hâte aussi de découvrir ce livre-là de Patrick Sénécal. Ensuite, je remercie ma copine Silou, Cécile et Lily des livres. Je crois que c'était ça. Je ne sais jamais les pseudos. Méridien de sang de Cormac McCarthy. Donc, c'est un roman apparemment très noir, très sombre. Après avoir fui la hutte paternelle au Tennessee, un garçon de 14 ans, dit le gamin, s'enrôle dans une bande de hors-la-loi payés au scalp. Ces soldats de fortune pillent, brûlent, tuent, menés par le capitaine Glanton et son second, le juge géant surhumain, au savoir encyclopédique. Arrivés au Colorado, ils sont décimés par les survivants d'Indiens, Yumas. Un long affrontement commence alors entre le juge et le gamin au pied des dunes de la vallée de la mort. Ce sera mon premier de cet auteur que je vais lire. Je remercie également Christelle Lily White Lily, je ne sais plus, de m'avoir envoyé ce livre, Le trône de Satan de Graham Masterton. Ce sont des livres qu'on a quand même beaucoup de mal à trouver. Moi, j'achète énormément d'occasion. Vous pouvez le voir dans toutes les vidéos que j'ai mis sur mon compte YouTube. Et donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil en même temps et me laisser des commentaires si ça vous intéresse ou s'il y a des livres que vous avez aimés. Le trône de Satan, c'est quoi? C'est un homme qui trouve un trône, un genre de fauteuil, en acajou, richement sculpté de serpents et de corps humains entrelacés, paraissait bien être l'occasion du siècle, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à arriver à Rick et à sa famille. Arbre de jardin dépérissant en quelques heures, journée entière s'écoulant en un clin d'œil, chien dévoré de l'intérieur par un monstrueux insecte, Rick savait qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il détruise le fauteuil avant que le fauteuil ne le détruise. Mais le trône de Satan l'avait pris en affection et tenait absolument à lui accorder ses bienfaits. Il a l'air terrible. Ensuite, je remercie ma copine Kat, ma Catherinette d'amourette, de m'avoir offert donc 2 livres de chez Folio, Jean-Baptiste Delalmo et Camille Goudot, Les Chats éraflés. Et donc, j'adore cette collection Folio, je suis trop contente. Dès que je peux en trouver, j'en prends. Le fils de l'homme, donc c'est un homme qui était absent dans la vie de sa femme et de son fils. Et un jour, le gars, il débarque. Il décide de les prendre tous les deux et de s'installer
en montagne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une vieille maison isolée dans la montagne où lui-même a grandi, donc le père a grandi d'un patriarche impitoyable. Entouré par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence. Bientôt, tout retour sera impossible. Il m'intrigue énormément. Je ne connais pas l'auteur, mais j'ai vraiment hâte de le commencer. Il m'intrigue énormément celui-ci. Ensuite, j'ai ce titre-là, Les chats éraflés. J'adore la couverture. Poignant et très drôle. J'aime beaucoup la couverture. Elle est trop belle. Et donc là, on a quoi? On a bouquiniste. Même si certain est temporaire, c'est poétique, c'est libre, c'est fascinant. Et moi, j'ai dit que je voulais vivre avec tout. Soisic, 22 ans, quitte brusquement la Touraine, ses grands-parents alcooliques et une jeunesse sans perspective. Elle s'installe à Paris, où personne ne l'attend. De jour comme de nuit, elle découvre la ville, se débrouille, devient bouquiniste sur le quai de Seine. Entre les livres, les passants et les égarés, elle tourne la page de l'enfance et conquiert une nouvelle vie. Mais pour gagner véritablement sa liberté, elle devra se confronter à un passé qui s'est fait sans elle et retrouver la mère qui l'a abandonnée. Oh là là. Franchement, Kat, merci beaucoup pour ce livre qui me donne aussi très envie. On continue avec ce livre-là de José Carlos Somoza, La théorie des cordes. Déjà, la couverture, j'ai craqué. La couverture est tout simplement magnifique. De toute façon, moi, c'est clair, je suis attirée à 90% par les couvertures des bouquins. Impossible de résister. Là, je crois que c'est une expérience ou une enquête. Attendez, alors, isolée sur un atoll de l'océan Indien, la fine fleur de la physique mondiale œuvre à un ambitieux projet fondé sur la théorie des cordes, qui permettrait d'ouvrir le temps s'ils parviennent avec ravissement à contempler le passé de l'humanité. Les scientifiques perçoivent rapidement que ce programme, financé par le mystérieux fonds privé, pourrait connaître des applications moins angéliques. Un drame conduit à la suspension immédiate des recherches dispersant aux quatre vents les apprentis sorciers. Est-ce que s'il y a un peu de fantastique dedans? Je me demande s'il y en a, parce que franchement là, 10 ans plus tard, Elisa Robledo, brillante physicienne d'une université de Madrid, se sent en danger de mort avec ses anciens acolytes. Elle retourne aux origines de la tragédie sur cet îlot où ils avaient profané le temps. Intensité, profondeur, puissance narrative, José Carlos Somoza porte les énigmes de la physique au cœur d'un roman dont l'efficacité fait frémir. Alors, ce que je peux aimer dans ce livre, c'est d'apprendre des choses. Déjà, l'auteur, je ne connais pas. Je suis contente de pouvoir découvrir la littérature espagnole et voir ce que ça va donner. Je suis curieuse, très curieuse. Je passe à mon auteur chouchou, Alexis Aran. Je vous en ai parlé, reparlé, je vous ai saoulé avec cet auteur. Alexis Aran, c'est un auteur strasbourgeois. Qui écrit comme un Américain. Toutes ces histoires se passent en Amérique. Je pense que ça doit être un amoureux des États-Unis. Et ces histoires sont excellentes. J'ai lu Salamanca et Alabama de cet auteur et j'ai eu 2 coups de cœur pour 2 de ses livres. Donc, j'ai demandé à avoir tous ces autres livres et mes enfants me les ont achetés. Donc, je suis vraiment super contente de pouvoir découvrir ces autres bouquins. Alors, le long de la mythique route 66, le hasard les a réunis, une poignée d'hommes et de femmes animés par un même but, tromper leur tragique destin. Une mère et son fils qui fuient un mari violent, un pasteur désabusé, un couple de petits truands, un père
prêt à tout pour sa fille malade et quelques autres. Tous sont à un point de bascule de leur existence. C'est dans une station-service que leurs chemins se croisent pour un face-à-face inattendu avec un redoutable criminel en fuite, Denton Foley, échappé du couloir de la mort. La confrontation avec ce meurtrier glacial est implacable, bouleversera à jamais leur sort, redistribuant des cartes du bien et du mal. Qui est réellement Denton Foley? Que réserve-t-il à ces êtres à la dérive, à qui la vie n'a accordé aucun répit? À voir ce que ça va donner. Il a l'air déjà trop bien. Ensuite, j'ai reçu La Lueur, toujours du même auteur, Alexis Aran, et franchement, les couvertures, elles sont magnifiques. Alors, ceux-là, c'est de l'auto-édition, mais j'ai pas hésité à les prendre. Alors, j'insiste, les prix sont vraiment très très bas. Donc, allez-y, franchement, n'hésitez pas. Tout aurait pu s'avérer idyllique pour Jared et Amanda Lynch, des vacances en amoureux dans un endroit sublime, un lotissement des plus agréables au mont Baker Snoqualmie, dans l'État de Washington, et une chaleureuse communauté d'estivants. Oui, tout s'annonçait parfait, jusqu'à l'apparition de cette lueur étrange dans le ciel, une lueur incandescente, forte d'une aura fascinante. C'est alors que tout bascule pour Jared et les autres. Soudain surviennent des événements impensables, des événements plongeant cette paisible communauté dans la stupeur et le désarroi. Oh, j'ai vraiment hâte de les commencer ceux-là. Ensuite, le nombre 77, toujours du même auteur. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours des petits prix à 13,90. Donc une malédiction peut-elle se perpétuer durant des millénaires alors qu'il pensait être parvenu à retrouver un semblant de vie paisible après la perte tragique de sa fille, Terence Dahl, barman ordinaire d'une petite ville perdue de l'Arizona, voit son existence basculer le jour où lui parvient une mystérieuse lettre. Une lettre ne comportant que le logo d'une île étrange et un nombre, le nombre 67. Désormais hanté par ce nombre, Terence devient la proie d'hallucinations effroyables et de terrifiants chuchotements dans l'obscurité. Nuit après nuit, cauchemar après cauchemar, l'île l'appelle. Ensuite, on a celui-ci, Josh, toujours du même auteur. Derrière toute grande histoire se cache une grande blessure. Pourquoi cette petite ville du Middle West est-elle soudain frappée d'épouvante en cet été 53? Qui diable a intérêt à semer la panique et la mort parmi cette population sans histoire? Et enfin, pourquoi le jeune Josh et son frère Simon sont-ils observés par les uns et méprisés par les autres, comme si un mauvais sang coulait dans leurs veines? Je ne vais pas en lire plus. J'ai également Intrusion de Alexis Aran. Celui-ci, c'est un thriller, toujours à petit prix, 14,90. Que faire quand le mal infatigable et sournois nous pourchasse jusqu'au bout du monde? Après des mois d'une traque sans pitié, Alicia Connelly, psychiatre réputée, profiler et puissante médium, permet à la police criminelle de Portland dans l'Oregon de mettre un terme aux agissements d'un monstrueux tueur en série surnommé par la presse l'écorcheur. Et je viens de recevoir celui-ci que j'ai trouvé d'occasion et que j'avais bien sûr mis dans mon panier. Et donc là, on a, mais il est en bon état quand même, je suis contente. Donc par milliers, puis par millions, hommes, femmes et enfants disparaissent en quelques jours sans laisser la moindre trace derrière eux. De par le monde, le même phénomène se reproduit et prend rapidement une ampleur démesurée. Toute forme de vie sur terre, animale ou végétale, semble condamnée à l'anéantissement. La terreur se répand rapidement dans tous les esprits devant ce fléau inouï. Voilà, je ne vais pas en lire plus. Ensuite, il y a un deuxième auteur que j'ai découvert avec La Loi des Hommes, c'est Wendell U3. C'est un auteur français et j'ai craqué, j'ai vraiment adoré son livre La Loi des Hommes qui est excellent, je vous le conseille fortement. J'ai ma chronique sur mon compte Instagram Pullule la Libellule, n'hésitez pas à aller voir.
Et donc là, j'ai Wendell Utro, Le paradis des vauriens, que je viens de recevoir également. Et donc là, c'est dans ce nouveau roman, j'ai voulu donner une vie à 2 enfants blessés. Kalia, d'origine tzigane, que recueille, alors j'ai du mal à lire, que recueille un ferrailleur et sans nom, un gamin un peu chétif, fils d'une prostituée. L'histoire prend sa source dans la plaine du Nord au milieu des années 1930 et vient mourir dans le sud-est de la France beaucoup plus tard. 2 lieux, 2 époques et 2 terribles destins. Aimer le destin, c'est le forcer et vous écouter pour que, un jour, à son tour, il vous aime un peu. J'ai une affection particulière pour ces 2 personnages. Ils m'habitent depuis toujours. Je voudrais tellement qu'ils entrent dans vos vies. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, du même auteur, j'ai Wendell, donc Wendell U3, Un genou à terre. Et donc celui-ci, c'est un jeune homme intelligent, vit depuis sa plus tendre enfance les primades et l'exclusion. Alors qu'il effectue son service militaire, il va rencontrer son destin et son pire cauchemar, se battre, se résigner lorsque le destin s'acharne, même les plus forts abandonnent. Une descente aux enfers qui va le pousser dans ses derniers retranchements, pardonner, se venger, abandonner ou s'enfoncer dans un marasme indescriptible. Max va devoir faire ses choix. L'homme est-il fait pour être bon? Je continue avec L'enjeu, toujours du même auteur. Alors là, j'ai pas les prix, je me souviens plus. Elisabeth, femme sensible, se réveille droguée et à moitié nue dans un entrepôt en ruine, froid et humide. Elle va y découvrir 3 autres personnes, José, jeune caïd de banlieue, Marie infirmière et Karl, militaire en retraite. Pourquoi eux? Qui est derrière tout ça? Comment sont-ils arrivés là? Mais surtout, dans quel but? Prisonnière de cet endroit et de ses peurs, elle va devoir trouver des réponses. Je continue, il m'en reste plus que 3. Et ensuite, j'ai fini. Comme un phare dans la tourmente. Alors, on a ici... Au soir de sa vie, Martial, paysan bourru, se remémore le parcours jalonné d'embûches de ces 15 dernières années. Notre vie d'adulte se façonne dans les premières années de notre enfance. Lorsque l'on évoque notre passé, il nous revient le souvenir d'un parent, d'une mamie que l'on porte dans son cœur et qui nous a soutenus dans cette étape délicate. Je continue avec Wanda, apparemment, qui a beaucoup fait parler d'elle, enfin de lui, ce livre. C'est un thriller. Et donc là, on a quand l'amour d'une mère s'estompe et s'efface, quand un père s'avère absent et lâche, on peut perdre pied, quand la souffrance vous brûle jusqu'à l'âme, quand on fuit avec la mort pour seul bagage, on peut craindre le pire. Je m'appelle Wanda, je vais avoir 13 ans, aidez-moi. Oui, il va être dur celui-ci. Et je termine avec Mama Finger. J'adore la couverture, elle est tout simplement magnifique. Là, on a quoi? On est en 1936, au sud de la Louisiane. Qui est Mama Finger? Une guérisseuse pour certains, une sorcière pour d'autres. Cette dame noire sans âge coule des jours paisibles dans une cabane au cœur du bayou. Quand les époules arrivent qui vivent non loin de là travaillent, Mama s'occupe de leur fils de 9 ans. Lui fait découvrir un monde captivant, mais dans l'ombre des Noirs américains, le bruit des chaînes résonne encore. Est-il bon de parler aux esprits là où règne la folie des Blancs, la ségrégation et les fantômes du Ku Klux Klan? Donc je pense que Wendell U3 touche à tous les genres, à tous les thèmes, à toutes les périodes, et j'ai vraiment hâte de découvrir aussi celui-ci. Je pense que ce sera un des premiers que je vais lire de cet auteur. Enfin, le deuxième plutôt, mais un des premiers que j'ai acheté, voilà. Voilà pour cette première vidéo que je vais mettre sur YouTube là tout de suite. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, si vous voulez, si vous avez des livres qu'on peut lire ensemble, qu'on peut faire des LC, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on dit. À vous abonner et à faire tourner. Je vous remercie et à très vite pour d'autres livres.